Bien, on était donc sur le Sénégal avec donc cette coalition qui a investi Macky Sall pour un second mandat, Thierry Afanoukoé. Macky Sall qui brigue ce second mandat, on l'a dit, hein, en face de lui, c'est ça le grand problème, le Parti socialiste n'arrive pas à se donner un vrai candidat. Oui, vous savez que la difficile retraite de Wade, ça fragilise malheureusement ce parti, puisque il voulait coûte que coûte imposer son fils à la tête de ce parti, ce que beaucoup n'appréciait pas. Et vu que son fils malheureusement s'est empêtré dans des affaires judiciaires, du coup ça fait que il y a un malaise au sein de ce parti. Sinon en principe ce parti devrait être un véritable concurrent à Macky Sall aux prochaines élections. Malheureusement ça ne serait pas le cas. Vous savez, traditionnellement quand un président arrive au pouvoir, la plupart des temps, il arrive à finir ses 2 mandats. Ce n'est pas comme en France où depuis un certain temps on fait un seul mandat et puis on quitte, même récemment au Ghana ici. Donc c'est pour dire que Macky Sall, sa chance c'est que il a fait avec Wade et il maîtrisait les rouages du pouvoir, ce qui fait qu'il a un carnet d'adresses fourni et dès qu'il était au pouvoir, il s'est engagé à honorer ce contrat-là qui le liait aux Sénégalais. Donc, il est parti, il a cherché les financements et aujourd'hui, il a relancé ou est en train de positionner ce pays-là. Je dirais que d'ici peu, le Sénégal sera un pays émergent, vu l'énorme investissement fait aujourd'hui dans ce pays. Si c'est que il lui était donné de faire un 3e mandat, s'il continue sur ce rythme-là, je me dis que il va encore le remporter. Maintenant, c'est vrai qu'il utilise les moyens de l'État. Quand on voit la mobilisation monstrueuse qu'il a fait récemment, et ce n'était pas seulement à Dakar, partout dans les autres grandes villes, il a eu à tester sa popularité. Donc, c'est tout cela qui m'amène à dire qu'il peut remporter haut les mains ce scrutin-là. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'opposition, on attend de voir que ces candidats... Mais là, il y a déjà du retard. On est en décembre, l'élection c'est le 24 février, le premier tour. Non, je crois qu'on n'est pas encore en train de déposer les candidatures pour parler de retard. Oui, mais c'est-à-dire présenter quelqu'un, le faire accepter des Sénégalais, tout cela, ça prend du temps. Les chefs de partis politiques au Sénégal sont connus. Maintenant, il revient à chaque parti de décider de participer ou pas à ces présidentielles-là. Donc, il y a encore du temps. Donnons encore quelques semaines à ces partis politiques-là pour se décider. Et aujourd'hui aussi, peut-être, ils n'arrivent pas à se positionner tout simplement parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas match. Donc, les opposants à Macky Sall aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas d'arguments solides, ils n'ont pas un projet de société convaincant pour séduire les Sénégalais et les amener à les porter à la tête du pays. Donc, on attend de voir d'ici quelques 2 semaines pour voir ce que ça va donner. Beau Soleil, pourquoi vous pensez que Maître Abdoulaye Wade, ce grand homme, il faut le dire aussi, n'a pas réussi au niveau de son parti PDS à dégager un candidat? C'est l'âge qui fait qu'il n'arrive plus à lire la vie politique sénégalaise? Oui, il n'a pas pu préparer sa succession, ça vient de là. Et ensuite, il a voulu imposer son enfant. Fils, et vous savez que en Afrique, c'est difficile quand
vous voulez partir, vous êtes chef de parti politique et que vous voulez que votre enfant vous succède, bon, les gens peuvent accepter malgré eux. Et au finish, il y a des graissements dedans et ça fait que le parti est divisé. Et lui-même, entre-temps, il a voulu revenir pour incarner encore ce parti et cette opposition, mais ça n'a pas marché. Et je crois que l'erreur qu'il avait faite, c'est de ne pas pouvoir organiser sa succession. Et ensuite, vous voyez que ce qui fait que aussi que le président Macky Sall a ce boulevard-là devant lui, c'est l'échec de l'opposition traditionnelle avec les Idrissa Seck qui n'avaient plus rien à proposer au peuple. Et leur opposition est toujours dirigée, ou bien leur discours est toujours dirigé contre le président de la République. Il cherche le départ du président, alors que le peuple observait et observe toujours le travail que le président fait. Et ils n'ont plus de programme. Et le maire de Dakar émergeait et il avait mis, entre guillemets, en touche ses opposants traditionnels. Et voilà que lui-même, il a eu des problèmes. Et je rappelle que le problème du maire de Dakar a été judiciairement prouvé. Et ça dit que le détournement des fonds au niveau de sa mairie a été prouvé et il a été condamné. Et le président Macky Sall... Bon, il s'est défendu, il dit que c'était la pratique. C'était la pratique. Est-ce qu'on devait le condamner pour la pratique? Ça a été prouvé que ces fonds-là n'ont pas été utilisés. C'est pas légal. N'ont pas été utilisés comme il le faut. On lui a même, selon ses dires, qu'il a même fait, par exemple, des dons aux gens. Et il n'y a même pas de traces. Et comment il faut gérer, on peut gérer. Tout ça entre dans la pratique aussi. Donc ceux à qui on a octroyé ces fonds ne peuvent pas vous signer peut-être une reconnaissance. Bon, il n'y a pas eu de preuve, il n'a pas assez prouvé son innocence. Il a été condamné régulièrement et donc il a été écarté par lui-même. Donc le président Macky Sall ne peut que profiter de l'absence d'une opposition crédible et qu'il est parti pour remporter cette élection. Alors donc ça veut dire clairement que pour cette campagne de second tour, de second mandat, il a des arguments de campagne. Oui, il a toutes les cartes en main. Donc en février prochain, probablement qu'il sortira donc au premier tour. Et puis il faut revenir dans l'histoire aussi pour dire qu'il avait largement battu la loi en 2012 et donc c'est un peu plus de 64%, donc avec tout le bilan positif qu'il a, avec cette coalition qu'il a su conserver malgré des pierres dans la chaussure comme Khalifa Sall qu'il a su vite enlever parce que le Parti Socialiste était membre de cette coalition et que le comportement de Khalifa Sall n'a pas joué en sa propre faveur, même si le président finalement n'exclut pas l'éventualité, donc après sa victoire plus que probable, d'une grâce ou d'une amnistie, d'accorder une amnistie au fils de Wade et Khalifa Sall. On attendra de voir tout ça, mais je crois que le Sénégal montre un exemple de collaboration assez réussi avec pas comme ce qu'on voit au Bénin avec Talon et Ajabon qui quand même ont fait une coalition qui a permis de battre Zinsou et qui finalement se livre une guerre et qui n'arrive pas à s'entendre. Mais au Sénégal, on a vu que ça a été fait pendant les 7 années. Donc c'est vrai que Khalifa Sall a voulu apporter cette dissidence-là, mais très tôt au niveau du Parti Socialiste, ils ont pris la disposition pour conserver ce qu'il fallait faire. Et puis c'est de grands partis, des partis traditionnels que certains auraient voulu voir émerger, mais ont accepté quand même de travailler au sein de cette coalition-là, surtout pour les résultats qu'on connaît sur le plan social et économique. Et c'est ça qui est important, c'est le développement du pays qui est important. Et si de telles coalitions peuvent se mettre en place et permettre de développer le pays et que les paroles soient respectées et que ça se passe comme au Sénégal, je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique.
Second sujet, c'est l'Angola. Le président dénonce l'empire dos Santos bâti sur des fonds publics. João Lourenço s'en est pris vendredi à la famille de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, qu'il a accusé, sans le nommer, d'avoir bâti un empire économique grâce à des fonds publics. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola au pouvoir depuis 1975 devrait être le premier à faire entendre sa voix chaque fois qu'il y a des signes inquiétants de constitution d'un empire économique de la part d'une famille, d'une personne en particulier, lorsque des fonds publics sont utilisés dans des entreprises avant d'être, semble-t-il, privatisés, a déclaré le président Lourenço. Voilà Thierry qui montre clairement que la guerre est ouverte entre ces deux hommes, l'un qui succède à l'autre. Oui, et il fallait s'attendre à cela, parce que vous savez que l'Angola aujourd'hui est en difficulté. La manne pétrolière n'est plus d'actualité. Et donc, l'actuel président est en train de se chercher. La grogne monte sur le plan social. Vous avez vu toutes les scènes que ce pays nous a livrées où on chassait les Congolais et autres. C'est parce que au pays, ça n'allait plus. Aujourd'hui, il est en train de constater que sa gouvernance ou son mandat est en train de... Je ne sais pas, c'est un échec. Donc, il faut trouver le bouc émissaire. Donc, c'est juste faire faire le lien. Si bien même que c'est une réalité, mais je dirais quelque part qu'il a aussi participé à la mise en place de cet empire-là. Parce que là, il semble se dédouaner lui-même, alors qu'il est un pur produit du MPLA. Voilà, donc aujourd'hui, je ne crois pas que cette façon de faire là pourra l'aider, puisque ce parti a nourri beaucoup au niveau de l'appareil d'État. Donc, en procédant de la sorte, il risque d'avoir des ennemis en interne qui pourront lui compliquer la gestion du pays. Je crois plutôt qu'il faut aller de l'avant, chercher d'autres partenaires pour investir dans le pays, pour que l'économie de l'Angola soit relancée. Parce que, quoi qu'on dise, Dos Santos n'a pas encore dit son dernier mot. Ça fait, je dirais, la deuxième accusation. Entre-temps, il avait essayé de carter sa fille de la gestion Sonangol, la compagnie pétrolière. Voilà. Et même son fils, José Filomeno, du Fonds souverain. Voilà. Donc aujourd'hui, il est en train de s'en prendre à la famille Dos Santos, alors que on a vu comment Dos Santos a eu à gérer ce pays, et quoi qu'il n'ait plus au pouvoir, il a toujours des relations, des contacts qui pourront, je crains pour l'actuel président, on pourra le faire perdre rapidement le pouvoir. Alors, Germain, est-ce que pour João Lourenço, ces accusations sont une manière pour lui de masquer les difficultés qu'il éprouve à relancer économiquement l'Angola aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'il avait masqué la difficulté. Il présente les choses. C'est-à-dire pour lui, on a un pays qui vit une situation très difficile parce que la manne pétrolière n'est plus ce qu'elle était. Alors au lieu de trouver les astuces pour relancer le pays, il préfère dire, bon, c'est la faute à ceux qui ont dirigé pendant 38 ans. Oui, il le dit, mais en même temps, comme le disait Thierry, il fait partie de ceux qui ont dirigé. Il a occupé de hautes fonctions. Il a été secrétaire général, il a été ministre, il a été vice-président de l'Assemblée nationale et tout ça. Donc, c'est l'un des barons de ce régime-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà au niveau du pétrole, le pétrole angolais, c'est ce secteur-là qui fournissait les 3/4 donc des revenus au pays. Aujourd'hui, le pétrole ne se porte plus bien sur le plan mondial, donc ça fait beaucoup d'argent qui manque. En plus, à la présidence donc, de cette compagnie pétrolière d'Angola se trouvait la fille de Santos. Il l'a écarté.
Donc au niveau du fonds souverain également, il estime qu'il y a eu des malversations, il a écarté l'autre fils, mais il n'y a pas que à ce niveau, au niveau de la Banque centrale d'Angola aussi, il a dégagé les proches de Dos Santos, même dans l'appareil sécuritaire, donc, et il a mis en place, il veut mettre en place son système, il veut réformer le parti. Il a même poussé des gens, des anciens, il faut dire qu'il a assez soutenu, il est assez soutenu, il a poussé des anciens, des aînés, à demander à Dos Santos de quitter la présidence du parti, ce qui a été fait, et donc qui a fragilisé le président sortant, qui, avec le poids de l'âge, avec la maladie, et aujourd'hui, donc il est un peu acculé, et il y a quelques jours, il a dû réagir pour annoncer qu'il n'avait pas laissé les quêtes de l'État vide et qu'il avait laissé quelques millions de dollars. Mais ça n'a pas suffi pour que le président applique pour s'en prendre donc à cet empire de Santos qui est une réalité aussi parce que toutes les structures privées gérées par les parents de Dos Santos, il y a l'État qui est actionnaire. Donc l'entreprise est créée par les fonds de l'État et après on dit que la famille de Santos a des parts dans l'entreprise et tous les marchés publics donc, sont donnés à ces entreprises-là et c'est ce que le président actuel y dénonce en disant qu'ils ne doivent plus continuer par donner les marchés publics à leurs enfants. Là, ils parlent en famille, ils savent que ce sont leurs enfants qui gèrent toutes ces entreprises-là, mais si elles ne sont pas compétitives. C'est vrai, l'opposition regarde, les Angolais regardent, ils se disent que c'est une famille qui se livre une guerre interne, mais je crois que l'opération est beaucoup plus destinée à la communauté internationale. Donc, pour assurer les bailleurs de fonds, pour dire qu'il y a la bonne gouvernance qui est en train d'être mise en place, il y a la lutte contre la corruption qui est lancée et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas lui-même quelque part en train de scier la branche sur laquelle il est assis? Est-ce que cette façon, après 38 ans de règne, que l'alternance se fasse au sein de ce même parti et qu'il livre ce que les autres appellent une chasse aux sorcières, est-ce que ça va lui servir lui-même après lui, sa présidence, qu'est-ce qui se passera? Donc je crois qu'il faut qu'il revoie un peu sa copie. C'est bien beau de le faire s'il y avait une alternance en bonne et due forme, mais là, c'est le même parti qui a dirigé le pays depuis 1975 et que vous vous accusez vous-même. Et donc, c'est ceux qui étaient tombés en disgrâce sous Dos Santos qui sont réhabilités aujourd'hui. Et donc, les proches de Dos Santos sont un peu traqués. Ça gêne un peu, mais je pense que c'est sa formule à lui. Il avait promis pendant la campagne qu'il fera le ménage. Et je pense qu'il tient progressivement ses promesses de campagne. Sauf que, comme Thierry le craignait, tout ça risque de ne pas finir en beauté. Beau Soleil, aujourd'hui, disons que clairement, entre Dos Santos et João Lourenço, c'est la guerre qui est ouverte. Est-ce que Dos Santos a actuellement les reins solides pour mener cette guerre-là? Il faut le dire, ça ne va pas entre eux. Mais Dos Santos n'est plus au pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir. Et je crois qu'il sera très difficile, s'il veut répliquer, de pouvoir venir à bout du président actuel. Et je crois que cette guerre est vraiment voulue par le président actuel et parce que c'est des promesses de campagne. Tout le monde attendait qu'il y ait une continuité et il a promis que sa gouvernance sera différente de celle de Santos. Et ses premiers pas au pouvoir, ses premières actions étaient dirigées contre la famille de Santos pour prouver vraiment cette rupture dans la gestion de l'ancien système. Donc, moi, je crois qu'il a mieux à faire pour relever l'Angola et le mettre sur le chemin du développement, parce que l'Angola, sous Dos Santos, et par rapport à ce pays, sous
ce président, il y a nettement une différence. On peut dire que c'est la dévalorisation de la manne pétrolière qui fait, mais au fait, il peut quand même se concentrer sur l'économie et voir comment faire pour relever ce pays, et que de s'en prendre à la famille. Je ne sais pas que si les fonds détournés dont il parle et leur proportion peut permettre à ce que cette économie soit relevée, comme il le dit. Et je crois que quelque part, comme l'a dit Thierry, et Germain aussi l'a souligné, il veut donner confiance aux bailleurs de fonds et aussi donner confiance aux Angolais, comme quoi il est venu pour bien gouverner, ou mieux gouverner que Dos Santos. Mais franchement, Dos Santos n'a pas encore dit son dernier mot. Il est vrai, en Afrique, les patriarches, entre guillemets, ils ont toujours des soutiens. Et je crois qu'il va falloir que le président s'oriente vers des chemins plus crédibles pour pouvoir sortir l'Angola de ce marasme. Oui, je crois que l'actuel président doit faire extrêmement attention, parce que la situation dont il a hérité n'est pas aussi meilleure que celle de la Gambie. Mais aujourd'hui, le président gambien ne se plaint pas trop. Il s'est mis au travail. Et aussi, il ne faut pas oublier le passé de ce pays. Aujourd'hui, s'il s'en prend à la famille Dos Santos, qui sait si demain... Parce que dans cette affaire-là, les uns et les autres sont impliqués. C'est eux qui ont fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Donc, si jamais il commençait par s'en prendre aux militaires, vous imaginez la suite. On peut le déposer à tout moment. Donc, le mieux, c'est de trouver des stratégies pour attirer d'autres investisseurs, d'autres bailleurs pour soutenir ce pays. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Dos Santos, je crois qu'à un moment donné, il a su construire ce pays. Parce qu'avec les gratte-ciels ici et là, vous avez vu, il y a des quartiers, la vie est tellement chère, je ne suis jamais allé en Angola, mais on sait que la vie est extrêmement chère là-bas. C'est parce que avant, il y a l'argent qui circulait. Aujourd'hui, il faut dire que leur monnaie aussi ne facilite pas trop les échanges pour eux. Donc, il faut trouver d'autres alternatives au lieu que de s'en prendre à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il est confronté à des difficultés à la famille de Dos Santos, parce que c'est des gens immensement riches. Et vous avez vu ceux dont on a été victime, je veux parler des éperviers en Cabinda, alors qu'en ce moment, on ne parlait plus en réalité de guerre en Angola. Donc, du moment où, à un moment donné, les armes de guerre ont circulé dans ce pays, c'est vite fait que ce pays-là puisse de nouveau basculer. Germain, est-ce que ce que les Angolais attendent de João Lourenço, ce n'est pas de régler leurs problèmes, c'est-à-dire s'il dit ceux qui ont dirigé le pays ont détourné, c'est tout fait pour ramener l'argent qui a été détourné et non de se lancer simplement dans des accusations. Oui, c'est ça la difficulté qu'il a, parce que cette semaine, c'est vrai, il a arrêté déjà le fils de Dos Santos, mais avec Isabel Dos Santos, il aura beaucoup plus de difficultés à le faire. Il y a d'autres membres de la famille, d'autres anciens combattants de lutte aussi qu'il a déplacés de leur poste, mais il aura du mal à poursuivre les gens parce que lui-même risque de s'écrouler. Parce que c'est le même parti, ils se sont tous enrichis sur le dos du contribuable angolais. Aujourd'hui, on peut déjà déplacer les gens de leur poste, c'est normal. Mais faire revenir cet argent-là, je crois qu'il essaie de le faire. Il y a une enquête qui a montré qu'il y a quand même des milliards de dollars qui sont détournés et qu'il a appelé à ce que les gens remboursent avec un délai. Mais ça va être compliqué, et surtout que
il s'en prend à la famille de Santos sans se donner véritablement les moyens de s'en prendre à cette famille-là. Et on parlait, Thierry évoquait un aspect sécuritaire important dès le début de cette crise-là. Même, je crois que sur le plan sécuritaire, il y a eu des moments où les gardes rapprochés de l'ancien président et du nouveau président ont failli même se tirer dessus à un moment, donc à l'occasion d'une réunion du parti. Et donc ça veut dire que les choses ne vont pas bien au sein de ce grand parti-là. Peut-être que le nouveau président veut créer un nouveau parti et renvoyer les anciens aigris là, ceux qui disent qu'ils sont aigris. Et dans sa sortie donc de cette semaine, il a dit que ceux qui jouent aux victimes aujourd'hui ne devraient pas le faire parce qu'ils sont les responsables de cette situation. Mais on ne peut pas toujours chercher les causes ou les responsables. Il faut travailler, il faut apporter des solutions. Vous êtes à la tête d'un pays, vous savez les sources de revenus d'un pays, donc vous savez, c'est des sources traditionnelles. Donc tout le pays essaie de renforcer les mécanismes pour pouvoir engranger plus de revenus, plus de ressources pour le pays. Maintenant, la lutte contre la corruption est bonne. C'est déjà ça, donc de sauter les présumés auteurs donc de ces détournements-là de leur poste. Après, il faut mettre ceux-là qui peuvent faire le bon travail. Il ne faut pas remplacer des anciens pilleurs par de nouveaux pilleurs. Alors que vous êtes tous de la même. Voilà, donc je crois que c'est un jeu qui ne trompe personne, si ce n'est que peut-être la communauté internationale et les bailleurs de fonds. La pause maintenant et après le journal, on revient sur le Togo.